d'emploi avec notre premier invité, Hassan Oulhed, bonjour. Bonjour à vous. Conseiller du directeur général de la Caisse nationale d'assurance chômage, entre autres c'est la CNAC. Voilà. C'est un autre dispositif d'ailleurs qui propose elle aussi un dispositif de financement des entreprises pour les chômeurs de plus de 35 ans, si je ne me trompe pas. De plus de 30 ans plutôt. Plus de 30 ans. Oui, il y a eu réforme où vous êtes redescendu donc de 30 ans à 50 ans, voilà. Voilà, vous êtes redescendu à 30 et l'ANSES est remonté à plus de 30. Non, l'ANSES de 18 à 35 ans, ils peuvent aller jusqu'à 40 ans pour les... Et je me rappelle, j'avais posé la question sur le chevauchement des 30... des 5 ans qui lient la CNAC et l'ANSES, personne n'a pu me répondre. J'ai dit, qu'est-ce qui va faire que moi, entre 30 et 35 ans, j'ai envie de lancer mon entreprise? Je suis chômeur, mais je suis jeune aussi, parce que je peux faire partie du dispositif ANSES, comme je peux faire partie du dispositif CNAC. Ben, je pense que ça, c'est quelque chose une chose d'assez positif, en fait. Ah, je n'ai pas dit que c'était négatif. Allez, les questions négatives ne sont pas encore arrivées. Voilà, donc, moi, je pense le jeune a l'embarras du choix. Il aura deux dispositifs. Qui financent absolument de la même manière. Voilà, qui donnent pratiquement les mêmes avantages, la même somme, voilà. Donc. Et le même sérieux dans le traitement des dossiers. Oui, Ah oui, non, il n'y avait pas de piège derrière. Voilà. Si je le pense vraiment. Alors du coup, bienvenue à vous. Merci à vous. Vous représentez aujourd'hui la CNAC. La CNAC, c'est le commissariat d'organisation de ce Salem 2018. On en parle. C'est le salon de l'emploi qui est organisé donc par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Le commissariat, donc le comité d'organisation, c'est donc la Caisse nationale d'assurance chômage. D'assurance chômage, j'allais dire d'allocation chômage, mais d'assurance c'est plus juste. Et c'est sous, bien sûr, le patronat du président de la République. Alors avec vous, on va parler de la thématique de l'année. Start-up, la réussite par l'innovation. Vous voulez dire quoi par là? C'est-à-dire, aujourd'hui, vous savez que si on parle d'entreprise en général ou de la micro-entreprise, une entreprise qui ne fait pas dans l'innovation, ça va en déclinant, en fait. Donc, c'est quoi l'innovation? L'innovation, au jeu de la CNAC, du ministère du Travail également. Voilà, l'innovation, c'est un terme générique, donc qui veut dire à chaque fois créer quelque chose qui n'existe pas, en fait. Voilà. Donc, si on revient, si vous voulez que je vous explique un petit peu, vous savez que pour avoir des parts de marché, il faut toujours être leader de ce marché. Et être leader de ce marché, il faut avoir des idées innovantes. C'est-à-dire, il faut toujours avoir une longueur d'avance par rapport à vos concurrents. En fait, c'est ça l'idée, en fait. Si aujourd'hui, on veut que les entreprises, les micro-entreprises, vous appelez comme vous voulez, soient pérennes, il faut qu'elles se lancent, il faut qu'elles mettent dans leur stratégie d'entreprise l'innovation comme si vous voulez... comme locomotive voilà, locomotive de leur développement, en fait. Voilà. Donc, locomotive du cœur même de leur entreprise. Voilà. On y revient dans quelques instants, mais c'est bien parce que vous avez lâché entre deux phrases. Vous avez dit entreprise, petite entreprise, enfin vous avez compris. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en galvaudé, start-up a tout en réalité. Start-up est juste une entreprise en anglais, petite entreprise, et c'est le top départ de l'entreprise qui peut devenir soit une grande structure, soit rester start-up pendant de longues années, quoique très peu de start-up restent start-up, soit elles coulent, soit elles grandissent. Mais c'est très bien qu'on soit sorti un peu de ce terme-là, qu'on nous sort à droite, à gauche. Start-up, t'as l'impression que c'est les sauveurs de l'humanité, qu'ils vont traverser la mer, ouvrir les mers, et qu'ils vont même braver des volcans, alors que c'est juste des entreprises. Encourager les jeunes à lancer leurs propres entreprises, encourager les jeunes à créer de l'activité, à créer des richesses, employer des gens, mais surtout à innover, vous l'avez très bien dit. Alors du coup, qui va participer à ce salon? Qui sont les participants du Salem? Qui sont les exposants du Salem 2018? Donc les exposants, c'est les micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif CNAC et dans le cadre du dispositif aussi de l'ANSES. Elles seront au nombre de 300
Donc il y aura 200 200 micro-entreprises créées dans le cadre de l'ANSEJ et une centaine créées dans le cadre de la CNAC. D'accord. Dans ces 300, Quelles sont il y aura les disciplines que l'on retrouvera? généralement Dans les on domaines. trouve presque toutes les disciplines, mais on a accès surtout sur les TIC, donc les technologies de l'information. Si on parle de start-up et de l'innovation, on peut pas aller donc on va parler plus de TIC, de technologie de l'information et de la communication, du numérique. On va parler aussi de l'industrie. On va parler donc il y aura des secteurs de l'industrie, il y aura le secteur aussi des énergies renouvelables. De l'environnement, etc., etc. Voilà. D'accord. L'éthique, technologie de l'info et de la com. C'est bien ça. Donc 300 entreprises qui seront présentes au Salem 2018. Quel apport, en réalité, quels sont les bénéfices pour un visiteur? Voilà, Sachant qu'il va aller à la rencontre de jeunes entreprises. Voilà, donc déjà, si vous voulez, on peut parler d'objectifs de ce salon en fait. Oui. En fait, ce Ça rentre salon, dans ça, hein. voilà, ce salon a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est déjà le premier objectif, c'est de présenter et de valoriser et un peu de promouvoir un petit peu les dispositifs de promotion public, de promotion de l'emploi. Donc c'est pour faire. Vous êtes mieux placé que moi. En termes de communication, on n'en fait jamais assez, en fait. Voilà. Donc, ça reste une action de communication, en fait, hein, vers les jeunes. Pour cette année, pour cette 7e édition, selon la thématique, donc start-up, start-up, la réussite par l'innovation. Donc, l'objectif, c'est de ramener ces jeunes micro-entreprises et de faire montrer à ces jeunes éventuels promoteurs qui vont venir visiter le salon, leur montrer un petit peu le savoir-faire, la compétence de ces micro-entreprises qui se sont lancées dans des activités innovantes et puis essayer de les propulser en faisant d'elles du success stories en fait. Et puis il n'y aura pas que ça, il y aura un autre objectif aussi. Ça sera une occasion aussi ou une opportunité pour les donneurs d'ordre, les grandes entreprises, de venir voir un petit peu les capacités disponibles en termes de sous-traitance pour étudier toute opportunité d'affaires avec ces jeunes en fait. Voilà. D'accord. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, il y a le programme d'animation aussi. Hein. Oui, Voilà, concernant le programme d'animation, dans cette 7e édition, il y a quelque chose de nouveau. Ouais. C'est un peu classique, mais c'est nouveau dans le salon. C'est les conférences. Ouais. On va faire, il y aura un minimum de 9 conférences, 2 jours par jour. Donc, c'est des conférences de haut niveau. Donc, qui traiteront du sujet, de la thématique. 2 conférences par jour, vous voulez dire. Deux conférences par jour, voilà. Dans la conférence, il y aura plusieurs communications sur des thématiques bien choisies, concernant l'innovation, les start-up, le numérique, l'économie sociale et solidaire, l'économie verte. Donc, c'est quand même des c'est des thématiques, d'actualité en fait. Voilà. Et puis il y aura aussi des ateliers de formation et de sensibilisation, d'initiation, qui seront au nombre de 30, une trentaine d'ateliers. Il y aura aussi des visites guidées pour les jeunes de l'enseignement, des étudiants de l'enseignement supérieur, des grandes écoles, de la formation professionnelle, des jeunes de l'éducation. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même en période de vacances scolaires. Donc, on va profiter de l'occasion pour
pour essayer de ramener le maximum de jeunes pour cet événement-là. Voilà. Malgré la crise financière et économique, même si vous n'aimez pas trop ce terme, la CNAC continue de financer les entreprises, les jeunes entreprises. Il n'y a pas eu de restrictions, il n'y a pas eu de revue des listes. Non, du tout. Je sais que du côté de l'enseigne, on a ressorti des listes, on a interdit certains non, il faut bien comprendre. Je pense, quand on dit, au contraire, quand il y a crise économique, tout ça, il faut surtout, il faut encourager l'investissement. C'est pas antinomique en fait. Vous le financez l'investissement. Oui, on finance. Donc on finance. Donc c'est les mêmes, je pense, c'est les mêmes proportions de financement des années passées en fait. Voilà. Donc voilà. Juste la question du jour. Lancer une entreprise, passer par le dispositif CNAC, en général, l'étude prend combien de temps? En moyenne, c'est 6 mois, en moyenne, hein, c'est 6 mois. Donc, et puis, ça dépend pas que du dispositif de la CNAC, ça dépend aussi des autres partenaires, et puis surtout du promoteur lui-même, en fait, de l'investisseur lui-même, voilà. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Et puis, si vous me permettez, à cette occasion, de lancer un appel voilà, pour l'ensemble des jeunes, pour qu'ils soient très nombreux, parce qu'il y aura beaucoup de choses à voir et beaucoup de surprises à voir aussi. Voilà. Et merci à vous. Start-up, la réussite par l'innovation, encore le terme start-up, mais en tout cas ça ce sera par contre, et pour la bonne cause, la thématique du Salem 2018, 21-27 mars prochain, Pas Maritime à la SAFEX, et c'est le commissariat, c'est la CNAC, l'organisateur c'est le ministère du Travail, et c'est sous le patronat du président de la République. Merci à vous, merci d'avoir été là. Merci bien, bonne chance pour la suite. Hassan Ouelhadj, rappelons que vous êtes conseiller du directeur général de la Caisse nationale d'assurance chômage, donc la CNAC. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après cette visite. Oui, ça s'est déroulé à l'Espaco. C'est Lilia Benasser qui a été à la rencontre d'une exposition. Elle est signée à un jeune artiste de Boumerdès qui se fait appeler El Moustache, avec ses pulls complètement feutrés, avec sa moustache plus qu'apparente, avec son style récupéré des années 80. Ben voici l'exposition, à ne pas manquer parce qu'elle se poursuit encore. Et c'est avec Lilia que ça se passe. On se retrouve juste après. Populaire algérienne est mise à l'honneur à travers l'exposition So Godmother is Open at Night de l'artiste El Moustache. Avec beaucoup de couleurs et beaucoup d'humour, l'artiste met à l'honneur des personnages et des éléments de la culture populaire algérienne. Dans cette exposition, il y a plus de posters, voilà, que j'ai accompagnés par des installations. Alors les posters, c'est des créations digitales, graphiques, que je conçois avec des outils digitales, voilà, bien connus dans le domaine de création digitale et tout. Voilà, et accompagnés d'installations. Les installations ont été conseillées par Jawdat Gessouma, qui est le commissaire d'exposition, et Madame Chérifi, pour occuper l'espace. Comme la galerie est un bel et grand espace et tout, il fallait voilà, remplir en même temps. Ça a été une des premières expériences où je fais des installations. Voilà, il y a le baril, il y a le monument par rapport au 5 octobre, il y a la voiture, le grand format. Voilà. Cette exposition individuelle d'El Moustache met également en scène un personnage qu'il a lui-même créé, son super-héros. Il nous en parle. L'un des personnages que je crée, je fais la promotion, est un super-héros qui porte le nom de Super Moustache, avec le signe à la place du S de Superman. C'est un détournement d'un super-héros bien connu de la pop culture mondiale. Voilà. Alors ce super-héros est algérien. Et son lieu,
lorsqu'on regarde les vidéos, parce que je fais des vidéos en faisant le lancement d'une affiche ou là par rapport à ce super-héros, il sort d'un café. Voilà. En hommage à mon café, d'où cette installation qu'il y a dans la galerie. Il y a plusieurs installations, dont cette installation qui rend hommage à mon café Abou Merdas, qui est Qahwat al-Madar. Voilà. Alors ce super-héros, dans les animations, on le regarde toujours dans un café, qui regarde la télé et qui regarde le méchant. Rendant hommage à la pop culture algérienne, l'exposition entend revenir sur les références culturelles communes aux Algériens, dont le titre de l'exposition, la célèbre réplique du film Aïla Kinnes, prononcé par Atman Aliouet. C'est bien. Allez, bienvenue à vous tous. Ce matin, on va parler art, on va parler artisanat, on va parler design. En tire la courte paille ou vous cédez votre place? C'est comme vous voulez. On commence par les dames. Vous avez la mauvaise chaise qui descend. Est-ce qu'on peut lui changer, s'il vous plaît, le siège? Madame, vous savez quoi? Oui, dites-moi tout. Moi, j'aime bien les matinales debout, si vous Allez, permettez. il n'y a pas de Et souci, vous vous c'est avec sentirez plaisir. plus à l'aise. Tout à Jetez-moi fait, ça. je me sens plus à l'aise comme si. On est passé de super plateau de boucherie à super plateau de vendeur de thé. Alors du coup, ce matin avec nous, plusieurs invités donc, pour parler de plusieurs événements. D'abord, Madame Leïla Mamri, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Bienvenue sur le plateau. Jamel Matari, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Madame Amalouchen, bonjour. Bonjour, Bienvenue à vous. ravi. Bienvenue merci. sur le plateau, je vous sors la même cassette à vous trois. Alors, deux d'entre nous sur le plateau ce matin vont nous parler donc de cet événement qui se déroule au musée Mama. Le design italien rencontre le design algérien dans sa deuxième édition. C'est à l'occasion de la journée, des deuxièmes journées Italian Design Day 2018. Okay. Alors ça se déroule au musée Mama, on va en parler avec nos deux invités. D'abord, ça a été lancé le 10 mars dernier. Ça se poursuit jusqu'au 10 avril, ça c'est les infos pratiques, qui, quoi, comment, pourquoi et quand. Ça se passe donc au Mama. Pouvez-vous nous parler déjà de la participation algérienne, de l'apport des artistes algériens à l'occasion de cet événement? Léla, toi l'honneur. Merci, bonjour tout le monde. Oui, c'est Oui, oui. une discussion de café, quoi. Ouais, exactement. Voilà, donc c'est la deuxième édition. La première, on a participé avec une production qui était déjà, c'est-à-dire c'était une production qui nous appartenait. Et cette fois-ci, par contre, on a eu un thème. Donc c'est l'éco-design. Et chacun a dû répondre à cette attente d'un produit éco-design. Je pense que pour la majorité, on a été au rendez-vous de l'événement. On a répondu plus ou moins, selon la disponibilité des matériaux, etc., au thème. Combien Voilà. d'artistes algériens ont pris part à... Combien de designers? 27 designers. 27 designers algériens. Donc ces 27 designers algériens ont dû puiser dans tout ce qu'ils pouvaient puiser comme produit écologique. Oui. Et ils ont sorti une production qui répond à ce thème. Voilà. Donc nous avons, je sais que son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Ministre, Madame la Commissaire d'Expo et Madame la responsable de l'attaché culturel italien ont apprécié du moins tout ce que nous avons proposé comme produit. Parlez-nous de ce que vous avez proposé. Alors, moi j'ai proposé un produit qui est issu de carton. C'est des plaques alvéolées. Oui. Et ces plaques alvéolées, on les trouve, c'est un emballage pour les œufs. Oui. Donc je les ai empilées et je les ai rassemblées avec du fil de tisserand pour un petit peu rappeler la tradition de la couture des matelas. Oui.
Et c'est toujours écologique. Oui. Ensuite, j'ai dû façonner des pompons que j'ai placés comme, si vous voulez, assises. D'accord. Tout ça sur un socle qui est en bois de récupération des palettes. D'accord. Alors tout ça, bien sûr, je l'ai fait en collaboration avec un atelier qui s'appelle Artisanat de bois, D'accord. qui est à Coléa. Donc c'est les ateliers de Monsieur Ménoir Hassan et son D'accord. fils Marwan. Ils m'ont ouvert l'atelier. Ils m'ont aidé à réaliser ce socle en bois que j'ai essayé de me rapprocher au maximum d'un travail professionnel qu'on pourrait faire en entreprise. Mais c'est une totale inspiration de vous, envers l'art, ou est-ce que vous êtes inspiré aussi d'un objet déjà existant? Non, on a répondu à une thématique en créant un objet. Tout est écologique. Non, mais Les je plaques reprends la question, non, ça. non, pas du tout, non. J'explique. Les Oui. plaques alvéolées sont issues du papier recyclé. C'est ça. Ensuite, c'est un petit peu revenir à l'histoire du papier mâché. C'est ça. Aujourd'hui, la machine est plus professionnelle, donc on rentre dans le monde de l'industrie où, avec la presse, on sort des plaques alvéolées et c'est ça. un recyclage. C'est ça. Les pompons, j'ai voulu, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait une assise confortable. Donc, je reviens un peu au manuel, parce qu'on revient, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, avec ça. toute la crise économique. Tout le monde essaie de concevoir des produits quand même à moindre prix. C'est ça. Et les pompons, c'est de la récupération de laine. Logiquement, c'est tout ce qui nous reste comme laine de pelote, puisque encore le tricot se fait. Aussi. Et il est revenu. Ouais. Parce que vous voyez, aujourd'hui encore, on retrouve ce travail de laine, de pull et tout avec les aiguilles. Donc le peu de laine qui reste, au lieu de le mettre comme ça de côté, on le réinjecte dans un autre produit qui est cette petite assise en pompon. Et voilà. Donc, et puis le bois que j'ai utilisé, je ne suis pas allée prendre un bois noble, j'ai pris un bois de récupération, des palettes. Et ça fait que C'est bien mieux que le MDF, j'ai envie de vous dire. Mais c'est-à-dire, nous, notre thématique, c'était de faire de l'éco-design. C'est la thématique, vous l'avez respectée. Monsieur Matari. Pour cette édition, pour cette deuxième édition Oui. de Italian Design Day, je viens avec un nouveau produit. Bon, en fait, c'est un nouveau produit, mais une matière que j'ai déjà travaillée, c'est le cuivre rouge martelé. En fait, ce n'est pas l'objet lui-même qui m'intéresse dans la réflexion ou dans la conception, mais plutôt la relation qu'il y a entre le designer et l'artisan. Et là, je vais parler de la dinonderie et de l'artisan qui m'a réalisé qui m'a aidé, qui m'a énormément aidé. C'est M. Desheb, j'insiste là-dessus, sur le nom de M. Desheb, qui est un jeune dinondier de Constantine, parce que j'ai fait plusieurs déplacements sur Constantine pour réaliser cet objet. Il est le plus jeune dinondier, et d'ailleurs il a eu le premier prix l'année passée en 2017 de la dinonderie nationale. En ce moment, il expose à la foire dans le cadre du salon de l'artisanat. Et ce qui m'intéresse dans cet événement ou dans cette exposition, c'est cette relation humaine d'abord qu'il y a entre un artisan et un designer. Et quel est l'apport de l'un vers l'autre et comment on peut travailler, comment on peut développer notre artisanat, bon, qui reste traditionnel. Et l'apport du designer à ce moment-là, c'est d'apporter une fraîcheur, d'être plus contemporain par rapport à ce qui se faisait avant. Le cuivre rouge, le martelage, la manière de travailler, c'est très ancien. Et donc ça répond très bien à la thématique de cette exposition. Voilà, en gros, l'apport que j'apporte moi. Et ça tombe bien à vous en parler, on va y revenir, hein, Voilà, si vous le permettez, parce que nous allons au Mama, sans plus tarder. Vous avez fait un tour au Mama ou pas encore? Non. Pas encore. Non, bon, bah, vous avez le temps en même temps. Vous avez...
Vous avez le temps, quoi que oui. On a le temps parce que c'est jusqu'au 10 avril. Jusqu'au 10 avril. Jusqu'au 10 avril. Contrairement à vous, où c'est la clôture demain. Et ça, on en parle aussi dans quelques minutes. Alors du coup, on va faire un tour au MAMA. C'est Lamia Boudbouda qui a été sur place, qui a suivi pour nous cette exposition. Et cette deuxième édition donc, du design italien qui rencontre le design algérien dans sa deuxième édition. Ça se passe au MAMA. Design et durabilité, c'est la thématique. On en parle sans plus tarder dans ce reportage. Allons-y. Une cinquantaine d'œuvres d'art contemporaines prennent place au MAMA pour une exposition intitulée « Le design italien rencontre le design algérien ». Une profusion d'expériences italiennes et algériennes dont le résultat final se traduit par un design résolument engagé, garant de la bonne pratique environnementale et sociale et où les notions d'esthétique et d'éthique sont au rendez-vous. Rien ne se jette, tout se récupère. Là, avec une vision de designer et d'artiste, là on voit qu'on peut réinventer plusieurs choses et voir les choses autrement, des choses qui viennent de notre patrimoine ancestral bien sûr et qui nous donnent aussi une quiétude, qui nous donnent une manière de voir la vie avec beaucoup d'amour. Et aussi une identité qui est là. On voit des objets qu'on a déjà abandonnés, mais qu'on peut aussi les récupérer. Je pense qu'avec la préservation des ressources naturelles, on doit faire très attention. Et l'être humain ne doit pas ne doit pas être égoïste en utilisant tout ce qu'il y a autour de lui. L'occasion est la deuxième journée du design italien dans le monde, Italian Design Day 2018. L'ambassade d'Italie en Algérie et le centre culturel italien ainsi que l'école des beaux-arts ont coordonné leurs efforts pour nous faire découvrir des œuvres inédites. Il s'agit d'une histoire qui a commencé il y a des siècles, sinon des millénaires dans la Méditerranée. Parce que dans la Méditerranée, la créativité a été toujours combinée avec l'utilité. Alors, il faut redevenir à cette culture d'harmonie avec la nature, d'harmonie avec l'environnement. Et on trouve dans la Méditerranée partout cette culture. Je crois qu'ici, surtout en Algérie, pour l'histoire des relations entre les deux peuples et les deux pays, il y a, disons, une possibilité davantage de développer des projets en commun. En effet, si vous visitez l'exposition des designers italiennes et algériennes, à la fin du tour, c'est très difficile de distinguer qui a fait quoi. L'Italian Design Day, c'est un événement que nous célébrons chaque année et dans le monde entier. C'est une initiative du ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération culturelle internationale. Donc, et nous avons ce grand événement. Et là, le projet pour l'Algérie du Design Day a été conçu en collaboration avec le ministère de la Culture et avec le MAMA, avec l'École supérieure de Beaux-Arts. Et nous avons voulu créer un événement qui soit algéro-italien et pas exclusivement italien. Les visiteurs de l'exposition sont conviés à découvrir l'évolution du design italien qui n'est plus à présenter. De l'autre côté, les designers algériens ont réalisé des créations en matériaux recyclés et en matière naturelle, à l'exemple du pouf de Yasmine Sandid intitulé Green Weave. Les tabourets en carton de Nabila Kalesh et les luminaires en forme de chéchia de Riyad Aïsaoui ont ébloui plus d'un. Mohamed Ourad accroche 4 robes issues d'un maillage de matière de récupération avec le reste de tubes de silicone. Quant à Laïla Mamri, elle a choisi les plaques alvéolées pour œufs et de la laine pour en faire un mini tabouret éco-design. Quand les touristes y passent, et donc, ce qui est désolant, c'est qu'ils polluent les lieux. Donc là, d'où l'idée de proposer une khayma. Pourquoi khayma? Khayma, déjà, là, une connotation locale et traditionnelle, ça s'appelle khayma. Faite à partir de haïk, donc d'un tissage, donc il y a l'introduction de notre métier. Mais plus encore, avec une touche très design, très technique, une structure métallique qui nous permet de monter, de démonter, de transporter facilement.
Chaque œuvre présentée est accompagnée d'un message faisant référence à la préoccupation de son auteur dans sa démarche éco-responsable. Vous avez dû observer des matières jusqu'ici insoupçonnables. Il y a des personnes qui se sont amusées à récolter des déchets de leurs usines ou de leur atelier, comme les copeaux de sciure ou bien les petits bris de bois qui traînent un peu partout, pour donner un second souffle à leur mobilier. Mais la durabilité, ce n'est pas juste la transformation ou de la récupération de matériaux. C'est aussi un vecteur intéressant pour reconduire le patrimoine immatériel. Et c'est là où c'est très important de parler de durabilité. Quand vous voyez par exemple certains designers qui ont utilisé des codes esthétiques qui appartenaient un peu à nos grands-pères ou à nos grands-mères en proposant le même tabouret en bois qu'on connaissait à l'époque, je cite notamment Nabila Kalash, qui revisite la chose en carton ondulé ou en proposant un montage en kit très facile en bois, ou qu'on voit par exemple une personne comme Jamal Matari qui récupère des bassines de Jouzia, de Constantine, et qui les reprend en faisant de très très jolies tables pour intérieur. Design, esthétisme, fonctionnalité, mais aussi impact sur notre planète et les générations futures. Les préoccupations éthiques et sociales et environnementales semblent être au cœur de la réflexion des designers algériens. De quoi en être fier. Une exposition à voir absolument et qui dure jusqu'au 14 avril. Voilà, 10 avril. Très bien. Merci Lamia Boudboudaï. C'était, ça résumait bien un court-métrage assez sympathique qui permettait de découvrir et de visiter réellement le MAMA. Merci à la journaliste. Ouais, elle a été cool. Franchement, en plus, c'est très beau. Ouais, que vont devenir ces objets? Quel est le devenir? Allez, je vais vous la poser en mode un peu littéraire. Quel est le devenir de tous ces objets, toutes ces créations? Ils vont être réinjectés dans d'autres expositions, comme on a toujours fait. Ou s'il y a des acquéreurs, s'il y a des gens qui sont intéressés. Ouais, c'est-à-dire que vous on peut les vendre, hein, ça se vend. Oui, tu vas le Matari. Ah oui. Il y a eu une conférence d'ailleurs sur le marché de l'art. Bah oui, non mais c'est très bien, il faudrait que ça s'organise. Ça tombe bien, donc c'est dans l'air du temps. En fait, les produits que nous faisons peuvent être en série. En série? Elles peuvent être en série. Mais pour l'instant, vous savez que les passionnés, les amoureux de l'art aiment acheter des pièces uniques aussi. Oui, mais c'est ce que nous faisons pour l'instant, c'est du design d'auteur. Ouais. Mais c'est pas notre objectif. On aimerait que les industriels nous ouvrent leurs portes. Aussi. À ce moment-là, oui, ça serait bien. Quel type d'industriel? Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais... Tout type d'industriel. Parce qu'en fait, nous cherchons à faire un travail selon la conception du produit, selon l'idée, selon le matériau. Vous pensez mobilier, vous? Tout. Vous savez, tout. J'exagère. Disons que selon notre spécialité. Oui, voilà. Oui, mais le designer, il peut intervenir dans différentes activités, dans différents secteurs économiques, pas uniquement le mobilier. Parce que le design, d'abord, avant tout, c'est une réflexion avant que ça devienne, avant que ce soit une réalisation, une conception, c'est une réflexion. Et pour les industriels, quand elle parle d'industriel, c'est-à-dire qu'un industriel qui produit un produit quelconque, un produit X, quand il y a ce produit-là ne fonctionne pas et tout ça, on fait appel à un designer pour réfléchir à une autre façon de faire, une autre façon de réaliser la chose. Et donc ça peut apporter un plus. Aujourd'hui, il y a l'éveil des consciences, même dans le secteur public. Quand vous regardez un groupe industriel comme GTEX, qui est l'ancien Distri, Sonipec et Tecotex et autres, qui fait appel aujourd'hui à des designers privés, enfin ils sont dans l'habillement, mais pour redessiner les collections et pour redonner un nouveau souffle à cette industrie ici en Algérie. Rafraîchir. On a été vous avez des produits qui sont au MAMA qui ont été... certains designers sont partis dans certaines entreprises, des industries algériennes, ils ont été sponsorisés pour le produit, pour la matière première. Pourquoi? Parce que effectivement aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience. Parfois, nous arrivons à avoir des sponsors. Parce qu'ils ont compris que ce que nous... Mais ils ne vous payent pas avec ces déchets? Non, pas du tout. Ils nous financent parce que... le produit. Non, il y a beaucoup de respect. J'arrive à vous dans quelques instants. Excusez-moi, il y a beaucoup de respect. Madame, vous savez
venez avec moi. Venez, oui, continuez. Oui. Venez là. Non, quand nous partons, nous proposons notre production. Quand je suis là, je suis plus tenu de faire le présentateur gentil. D'accord. Allez-y. Non, il y a beaucoup de respect parce qu'ils ont compris que le designer était là pour participer à la vie, d'abord pas que culturelle, même industrielle. Oui. Je vous donne un exemple. Quand vous voyez la Khaïma de Salim Cherf, il a dû confectionner. Salim Cherf. Il a dû confectionner un système d'assemblage qu'il a fait artisanalement. Mais si demain une entreprise venait à lui ouvrir ses portes et lui façonnerait son système d'assemblage d'une manière à grande échelle, il n'aurait plus à aller dans une mini-entreprise pour... je vous donne l'exemple, enfin je vais vous citer quelques exemples, pas tous. La toison qu'a utilisée Hamida Ben Mansour, c'est une entreprise qui lui a sponsorisé sa toison. C'est très bien. Donc, pour vous dire que... Il y a une prise de conscience. Oui, même vous savez, Expo 5, parfois, tout le temps, quand on frappe à sa porte, il répond présent parce qu'il veut aider, mais c'est pas suffisant. Nous, on attend un petit peu que ce soit nos autorités qui nous aident. Ouais. Le marché de l'art, juste parce que je vais passer à vous et ça vous concerne, le marché de l'art. Tout à fait. Parce que même si vous allez être classé dans la catégorie artisanat, dans ce que vous faites, on peut parler aussi de design, de par les idées, de par les choses, mais même s'il faudrait peut-être qu'on définisse un jour qu'est-ce qu'un artisan, qu'est-ce qu'un designer, qu'est-ce qu'un artiste, parce que on galvaude tout à n'importe quelle sauce et puis on balance et puis c'est super bien. Ça passe très bien avec le ministère de la Culture, mais pas avec les gens intelligents. Alors du coup, juste la question sur le marché de l'art, existe-t-il en Algérie ou pas? Il y a une conférence qui a été organisée il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, une longue conférence qui a été d'ailleurs parrainée par le ministère de la Culture. Du coup, ça donne un côté un peu trop sérieux pour les prémices de ce qui n'existait pas très longtemps en Algérie. Ça existe ou pas pour vous? Oui, il a toujours existé. Les artistes, ils ont toujours vendu leurs travaux, mais... à quel prix? Bon, voilà, c'est... Sommes-nous arrivés à un niveau de classification des œuvres en disant cette œuvre-là, elle est si rare, elle est si importante, il y a tellement de génie dedans qu'elle vaut aujourd'hui 50 millions de dinars? Ah, là, il faut demander aux spécialistes. Non, disons qu'il y a un effort. Il y a un effort et on souhaiterait que ça aboutisse. Parce que les gens sont, si vous voulez, ils souhaiteraient. De par le monde, ça existe. Chez nous, pourquoi ça n'existe pas? Ça, c'est plusieurs questions ont été soulevées. Actuellement, ils sont en train d'œuvrer pour que ça voie le jour. On va leur souhaiter bonne chance. Vous vivez de votre art? Non. Non. Matari. Non. Matari un peu. Non. Il faut venir m'acheter la table. Oui, voilà. On va... Si vous répondez à la question, je vous promets qu'avant le 10 avril, elle sera vendue votre table. Elle coûte combien votre table? 150 000 dinars. Vous avez répondu à la question et je vous promets une chose, s'il n'y a pas une sur-offre, vous allez la prendre. Je la prendrai. Voilà. Disons que nous sommes nous essayons de faire immerger notre profession. Vous restez avec nous. On va parler art ou artisanat en réalité, Madame Amalou. Les deux en même temps. Les deux en même temps? L'art et l'artisanat. Vous êtes accepté par les gens de l'art? Oui. Et autant par les artisans? Oui. Quelle est la frontière entre les deux? En fait, j'essaye de joindre les deux, l'artisanat et l'art, parce qu'après tout, c'est de l'art, c'est une chose que j'aime moi d'abord faire. Et l'artisanat, c'est... Les gens commencent un peu à connaître un peu ce que c'est la peinture sur soie, la soie en elle-même, qui est une matière très noble. Mais comme a dit madame, il y a encore du travail à faire sur ce côté-là. Parce que voilà, madame paraît très sérieuse aujourd'hui, mais très sympathique à la base. Ah oui, non, mais il y a très sympathique. Si, je n'en doute pas. On a eu l'occasion de couleurs et... Non, mais on est pareil alors. C'est très bien. Alors, du coup, vous venez de quel domaine à la base? C'est-à-dire, vous avez fait toute votre vie de la peinture sur soie? Non, j'ai commencé en 2010 par le biais d'une association dans ma région. J'ai adhéré comme une simple adhérente, mais j'ai toujours voulu apprendre la peinture sur soie. J'ai toujours été habile de mes mains. Je faisais de la broderie, je faisais de la peinture sur papier, sur carton. Et j'ai toujours aimé apprendre la peinture sur soie. Je n'ai pas eu l'occasion jusqu'en 2010, par le biais d'une association qui s'appelle La Ruche. J'ai adhéré, et ça se trouve à Gap, dans les Hautes-Alpes. D'accord. J'ai adhéré et j'ai adoré. J'ai vite appris, parce que je me suis donné à
cœur joie aussi d'apprendre. Ouais. Et depuis, j'exerce moi toute seule. J'apprends, je me documente sur des livres. Mais et depuis j'apprends. vous vivez où, vous, réellement, en Algérie ou en France? Non, je suis installée en France. D'accord. Et c'est ma première participation au Salon de l'artisanat international avec l'Arnart qui m'a fait l'honneur de m'inviter. Oui. Ça a dû vous faire plaisir, ça? Énormément. Vous êtes algérienne d'origine? Tout à fait. Tout à fait, je suis algérienne. Eh ben, bienvenue à vous. C'est Alors gentil. du coup, je sais pas si on va... Je reprends juste. Oui. Alors, ouais, non, on va pas le voir. On va le voir peut-être plus tard. Il y a un reportage parce que bon, il y a le salon qui se poursuit jusqu'à demain. Demain, c'est à la Safex, entre le pavillon C et le pavillon Ahaga. Vous avez fait un tour à la Safex ou pas? Oui, Vous avez découvert vos potes parce que... Oui. Ouais, la frontière entre les deux, artisanat et art. Il n'y a Non. pas de frontière. Il y a pas, hein. Je parlais tout à l'heure de relations humaines. Il se complète. Nous, on a besoin de l'artisan parce que l'artisan, il a cette dextérité, cette maîtrise de la matière, du travail, etc. Nous, on apporte un peu de folie dans le sens esthétique. Le design. Voilà. C'est la rencontre de l'idée et du savoir-faire? Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est excellent énormément. comme définition. Oui. Ils apprécient énormément et moi, je pense, on travaille bien ensemble. Ouais. Personnellement, j'ai eu plusieurs expériences. Je travaille avec des ferronniers, je travaille avec des menuisiers, j'ai travaillé avec des gens qui ont touché un peu au plexiglas. Franchement, ce sont de bonnes gens. Ils sont toujours assoiffés de voir le produit final et ils mettent tout leur savoir-faire à notre disposition. C'est ça. Il faut dire que c'est pas toujours facile. Aussi. Non, Voilà. Ouais. c'est pas évident. Alors, vous avez un atelier en France? Non. Vous êtes dans quelle ville? Gap, dans les Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Alpes. C'est quoi? C'est un village? C'est la première préfecture des Hautes-Alpes. Je suis en frontière avec l'Italie, Turin. Ah, ça doit être sympa. Oui, il fait froid aussi. Une double culture aussi. Il fait froid. Mélanger les pâtes et le bœuf bourguignon, même si c'est pas la région. Alors du coup, donc c'est votre première participation. Vous êtes de quel côté? Vous êtes dans quel pavillon? A ou C? A. Vous êtes du côté du A, vous êtes fait des copains et des copines depuis? Plein. Oui. Plein d'amis. C'est quoi? Vous avez tissé un réseau par la suite? C'est-à-dire, c'est... J'ai des contacts, oui, j'ai plusieurs contacts. On m'a contacté des gens qui veulent travailler avec moi. On verra par la suite. Mais vous en faites quoi quand c'est en France? Pardon? Vous les vendez? Oui. Oui, ça marche? Très bien. En France? Elle raffole de ça. Sérieux? Ah ouais? C'est très classe. La soie, c'est très classe, c'est très fluide. Et votre soie, elle vient d'où? De France. D'accord. Là-bas, j'achète tout mon matériel là-bas. Bon. Bah, tenez, je vous donne celui-ci. C'était pas si le vous plateau le plus chic dans lequel j'ai travaillé de journée. Longue et retraitable carrière. Mais du coup, la matière donc, d'Inde? Non, de France. Ah, de France, parfait. Tout à fait. C'était un peu plus exotique. Ouais, c'est un peu plus loin pour moi, quand même. Les motifs, le plus souvent, c'est quoi? Ça dépend de vos mon dessins, vos inspiration. créations? Ça dépend de mon inspiration, ça dépend. D'accord. Qu'est-ce qui vous inspire? Toutes les mythologies, Égypte, grec, le Taj Mahal que vous avez ici aussi. Ah ouais, passage obligé pour la soie. C'est l'Égypte aussi. J'ai mon fils qui est fan de l'Égypte, du coup je m'inspire aussi de lui, il aime bien. Ouais. Mais ça dépend des modèles. D'accord. C'est beau quand même, hein. Sympa quoi. C'est tout fait main, c'est de la soie naturelle 100%. Ouais. Les pigments sont naturels aussi. Même la gutta qui est de la résine de pin, elle se vend colorée mais elle est naturelle. D'accord. C'est super. Un coussin comme ça en Europe, ça coûte combien? Dans les 45 €. Ah oui, quand même. Hein. Ah ouais. Et ici, à Alger? Dans les 5000 dinars. Ah, vous êtes la première dame qui me parle d'un taux de change normal, quoi. Oui. 45 5 000. Enfin, Oui. Normalement, ce serait un peu Non, plus. je ne pourrais pas les vendre au même taux de France, c'est impossible. Vous inquiétez pas, les commerçants algériens, ça va tranquille. Ah oui, après les Silo 1 commerçants, euro, c'est ils te pareil. le vendent à 250 000. Après, avec les commerçants, c'est autre chose. D'accord, donc du coup, et depuis votre arrivée, donc au-delà des rencontres que vous avez fait avec des autres artisans, avec d'autres artistes, pour peut-être élargir votre réseau, pour vous permettre de distribuer vos créations, pour pas dire marchandises parce qu'on n'est pas effectivement pas dans le commerce. Non. Alors, au-delà de tout ça, c'est quoi vos projets sur l'Algérie? M'installer en Algérie, promouvoir mon produit, faire connaître la soie sur l'Algérie. Oui. Parce qu'on connaît la peinture sur tissu, mais on ne connaît pas la peinture sur la vraie soie. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est du tissu, pourquoi vous ne travaillez pas sur d'autres supports ?» Moi, je reste fidèle à ma soie. C'est de la soie. De la soie 100%.
Oui. 100%. C'est plus délicat qu'un autre tissu, c'est... Non, parce qu'elle est étuvée, elle est cuite en fait. Les gens, ils ont peur, c'est ce que je leur dis dans le stand, toucher Ouais. la soie, toucher la manila, elle est pas si fragile que ça. D'accord. L'entretien est très facile Oui. et elle reste des années parce qu'elle est étuvée et cuite. Du coup, elle ne risque rien, absolument rien. Bien sûr, si on la met dans une machine à laver à 90, je vous dis pas le résultat. C'est Mais ça. c'est très facile à entretenir. Mais avant de vous mettre à ça, vous faisiez quoi dans la vie? Ben, j'étais salariée, je travaillais normalement. Dans une préfecture, dans un... Non, dans une grande distribution. D'accord. Oui. Ça vous manque pas, j'imagine, Quoi donc? la grande distribution? Non, j'ai pas envie de revenir. J'ai D'accord. envie de rester ici. Bon, comme je suis celui qui dit combien ça coûte, 4400 dinars pour votre... C'est joli. Merci. Très joli. Oui, c'est très classe. Madame Mamri, c'était un plaisir de vous voir. Quel est le mot qu'on retiendra? Quel est le message que vous souhaitez absolument passer au nom de toute l'organisation? Eh bien, encouragez-nous à ce que nos industriels nous ouvrent leurs portes. Ben, je vous le souhaite et je croise les doigts. Jamel Matari? Venez voir notre expo. Ouais. Ah, La venez. table, j'apprends, hein. Sincèrement, je la prends. Elle fait quelle taille, votre Vous table? n'allez pas regretter. Non, mais sérieux, quelle table? Il y a deux diamètres, 64 et 55. D'accord. Voilà. Elle est excellente. Hein. Eh ben, vous la réservez, par contre. Je vais la revendre au marché de l'art, tu vas voir comment. Je vais prouver à tout le ministère de la Culture. T'es pas obligé d'être au ministère pour faire de l'art, t'inquiète pas. Non, mais sincèrement, hein, je viendrai. Non, venez la voir. Parce que Je viendrai la voir et je la différent prendrai, quand je vous le Quand vous promets. la verrez devant vous, c'est différent. Madame, je vous souhaite un excellent salon, une excellente fin parce que c'est les 2 derniers jours. Oui, tout à fait. C'est les vacances, donc il va y avoir beaucoup de monde. Je croise les doigts pour vous. J'espère que ça va gentil. cartonner. J'espère que, C'est un plaisir. Pour que moi. la prochaine fois que l'on se reverra, que l'on se recroisera, vous me parlerez de votre atelier à Alger J'espère, je le souhaite. et du nombre d'emplois que vous aurez créés, mais également de cette passion que vous aurez partagée avec d'autres pour la soie. Moi, là-bas. j'aimerais bien l'enseigner ici. J'aimerais bien l'enseigner dans une école ou enseigner ici la soie. Eh ben, très bien. Et à Ishak. Ah, c'est Jamel Matari qui vous le dit. Ah bah, il n'y a pas de souci. Allez, On travaille mesdames, ensemble. messieurs, on rappelle, le Mama, c'est jusqu'au 10 avril prochain avec nos artistes, nos designers qui se retrouvent avec d'autres artistes designers italiens. C'est la deuxième rencontre d'ailleurs. C'est le design italien qui rencontre le design et les designers algériens. Allez-y à ne pas manquer. En plus, il y a une question environnementale qui est partagée durant cet événement. C'est la thématique principale. Alors, pour dire juste, c'est le design et la durabilité. Voilà. Et puis sinon, vous avez le Salon international de l'artisanat. Là, ça se passe du côté de la SAFEX et c'est jusqu'à demain soir. Donc n'hésitez pas à y aller. Quant à nous, la matinale continue. N'hésitez pas à nous écrire sur Facebook, Instagram, Twitter et ce qui va avec, hashtag la matinale DZ. Et sinon, dans quelques instants, on va parler d'art culinaire, de gastronomie diététique. Est-ce que ça existe réellement? Ça tombe très bien. C'est Samia Boukourban Igergaziz qui répond à la question. Elle est chef, elle est spécialiste en cuisine diète. Et on en parle juste après ce reportage sur la 50e édition de la fête nationale du tapis qui se déroule d'ailleurs du 17 au 22 mars. C'est Amel Bouarba qui nous en parle. C'est parti avec elle, on se retrouve juste après. Gherdaya, la perle des oasis, s'apprête à accueillir la 50e édition de la fête nationale du tapis à partir de demain. Une fête qui célèbre la beauté du tapis, ses couleurs et ses textures, et met en avant un patrimoine précieux et une activité génératrice de revenus. Très attendu, cet événement est de bon augure pour les artisans de la capitale de la vallée du Mzab. C'est une bonne chose pour Gherdaya, ça permet d'attirer des touristes qui pourront découvrir nos tapis et nos traditions. Le wali de Gherdaya manifeste son enthousiasme, estimant que cette manifestation permettra de drainer un grand nombre de touristes. La fête du tapis, c'est la 50e édition. Nous avons voulu faire de cet événement, de cette manifestation culturelle, touristique en même temps. D'abord, on lui a donné le slogan, le tapis, c'est pour consacrer l'unité nationale. Et c'est le défi économique aussi. Et le prolongement civilisationnel aussi. Donc, ce qu'on veut à partir de cette manifestation, c'est de faire passer des messages. D'abord, de faire une large publicité pour notre pays et pour notre wilaya aussi.
Nous sommes au marché de la ville en effervescence et bien animé comme à l'accoutumée. Souriants et avenants, les commerçants ont l'art et la manière d'attirer la clientèle à l'affût des produits locaux. Une production abondante qui s'est répercutée sur les prix. Par exemple, la laitue est cédée entre 60 et 70 dinars. Même ambiance de fête au marché de Bnizgen. Ce marché a été implanté à l'entrée de la ville afin de préserver le qsr de Bnizgen, classé mondialement. L'intimité de la ville. Cet espace est aménagé de façon à préserver l'intimité conformément aux traditions locales. L'activité commerciale est organisée loin de la ville. Nous sommes ici au marché de l'El Ajou qui appartenait à une femme. C'est elle, accompagnée de ses enfants, qui avait procédé au forage de ce puits. Nous sommes contents et honorés d'accueillir les touristes nationaux, d'autant que Gherdaya jouit, Dieu merci, de sécurité, de sérénité et de prospérité. Les touristes nationaux et étrangers sont donc invités à venir découvrir Gherdaya à l'occasion de la fête nationale du tapis, un événement qui met en avant les atouts touristiques et culturels incommensurables de cette ville millénaire. Allez, mesdames, messieurs, c'était donc Madame Amel Bouarba qui nous parlait donc de cette nouvelle édition de la fête nationale du tapis à Gherdaya, bien évidemment. La matinale continue comme annoncé. Nous recevons ce matin Samia Boukourban Igergaziz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Biologiste de formation, vous avez travaillé longtemps dans un labo pharmaceutique et ça vous a ennuyé? Ça ne m'a pas vraiment ennuyé, mais le côté de la passion, ça a dominé à un certain moment. Votre passion, c'est la cuisine? La cuisine, oui. Depuis quand? Depuis un très jeune âge, donc depuis l'enfance, je dirais depuis 5 ans, 6 ans. Mais pas n'importe quelle cuisine. Hein. Parce que si vous aimez la cuisine depuis l'âge de 5-6 ans, vous spécialisez aujourd'hui dans une cuisine totalement diététique. Ça veut dire quoi? Une cuisine diététique? Une cuisine diététique, c'est-à-dire une cuisine santé. Une cuisine, on utilise moins de colorants, on utilise des colorants naturels, des arômes naturels, moins de sucre, on remplace le sucre. C'est un peu tout ça. Actuellement, vous faites quoi? Maintenant que vous avez arrêté votre emploi, que vous avez arrêté de travailler en tant que biologiste? Tout à fait, j'ai arrêté en tant que biologiste, donc je me suis reconvertie vers la passion. J'étais candidate Masterchef Algérie, donc après j'ai participé dans un autre concours international en Tunisie. Oui. Donc j'ai remporté le premier prix international de pâtes authentiques. Ah, c'est magnifique. Oui, donc je me suis dit, je suis faite pour la cuisine, donc je continue dans ce domaine. Oui. Et puis je suis chef à Semera TV, donc je fais une émission spéciale. Donc vous faites de la télé, quoi? De la télé, ouais, vous faites une émission spéciale cuisine diététique? Cuisine diététique. Alors du coup, vous avez ramené avec vous ça. Pour l'instant, vous n'avez pas encore vous n'êtes pas traiteur, quoi. Vous n'avez pas de restaurant. Actuellement, non. Non, mais vous donnez des conseils. Oui. Alors du coup, c'est quoi? Alors, je vais les retourner pour que voilà, ce soit dans le bon sens par la lecture. Ça, vous avez fait ça. Ça, vous voulez dire que ça, c'est totalement diététique? Tout à fait. Ça veut dire quoi? C'est des biscuits à base de lavande. Tiens, biscuits bonjour d'Algérie. C'est bien. Donc, c'est des biscuits à base de lavande, arôme lavande, zeste de citron. Donc, arôme lavande? Arôme, oui. Donc, ouais, quand même. Le halhal, c'est des herbes qu'on utilise pour préparer du couscous. Et moi, j'ai eu la pensée de faire des biscuits ou même des glaces à base. Donc, c'est à la fois un colorant naturel et un arôme naturel. Pas mal. Ouais, oui, on ne retrouve pas réellement le goût fort par rapport à l'usage d'un arôme artificiel, mais ça sent légèrement, oui. Alors du coup, à côté, c'est quoi? C'est des biscuits à base de dattes, orange, zeste d'orange et café. Sucre ou pas de sucre? Sans sucre, c'est des dattes. Zéro sucre? Zéro sucre. Ah, ça c'est bien. Zéro sucre. J'ai remplacé avec une poudre de dattes, donc... Il y a un super documentaire qui a été réalisé par un Australien qui s'appelle Sugarland. Pour la version, version francophone qui est sortie début janvier d'ailleurs, à la mi-janvier par le mec de Bref. Ça vous dit quelque chose ou pas? Donc du coup, et ça parle du sucre, des dangers du sucre. Et vous faites aujourd'hui des gâteaux complètement sans sucre. Allez, on enchaîne. Celui-ci, c'est quoi? C'est des biscuits à base d'eau de rose. C'est-à-dire à la fois parfum d'eau de rose et c'est fourré à l'intérieur de figues. Là, vous avez mis un peu de sucre? Non, c'est juste les figues. D'accord. Ouais. Pas mal celui-là.
Donc c'est tellement le consommateur il est habitué au goût du sucre que parfois on a du mal à accepter un produit sans sucre, alors que c'est une question d'habitude. Donc on va diminuer progressivement. Ceci Ça c'est des mini galettes à base de menthe sauvage. Donc Flio, c'est... J'ai juste changé de forme. L'huile d'olive certainement. L'huile d'olive, c'est quoi? C'est de la semoule? C'est de la semoule, oui. Semoule normale? Semoule, oui. Après, parfois, je change de semoule. Parfois, semoule de glance, semoule de caroubier. Donc, à chaque fois, c'est... Ça a le goût du hasban. Ah oui. Mais je parle du hasban. Hasban, oui, je sais, c'est des boulettes. Voilà, ouais. Des boules, hein. Oui. Pas le hasban. Le hasban des tripes, oui. C'est très très bon tout ça. En fin de compte, quels sont les conseils que vous donnez au quotidien, vous? C'est de manger plus sain, avec des arômes naturels, avec des produits naturels, sans sucre, sans sel, sans matière grasse? Donc déjà, la cuisine algérienne, plus ou moins dans certaines régions, elle est diététique. Donc certaines régions de l'Algérie, l'usage d'herbes, l'usage des... On n'utilise pas réellement des colorants, donc c'est une nouvelle tendance. L'usage de colorants et de conservateurs et tout ce qui est arômes artificiels. Donc, le conseil que je donne, c'est de revenir surtout vers les racines, c'est-à-dire la cuisine traditionnelle. On n'utilise pas des arômes artificiels. Donc, en même temps, j'associe ce que je fais actuellement, c'est que j'associe mes données scientifiques par rapport à ma passion et j'essaye de combiner les deux. Ah bah oui, parce que vous êtes biologiste, donc vous oui. connaissez mieux que personne l'impact du sucre, mais également comment l'éviter, comment retrouver le goût du sucre à travers d'autres aliments. Oui. Mais entre nous, le benna, elle est dans le gras. Oui, certainement. Mais comment vous faites? Mais on choisit le bon gras. Par exemple, au lieu d'utiliser un gras qui est nocif, donc pourquoi pas utiliser de l'huile d'olive, d'autres huiles qui sont végétales. Est-ce que je peux cuire mes aliments avec de l'huile d'olive? Oui, à une certaine température, oui. Ah, faut pas chauffer? Oui, il faut pas chauffer, oui. Il faut respecter certaines températures. Qui sont qui sont moins de 100 degrés. Moins de 100 degrés. Ouais. Pour faire une viande, vous conseillez quoi? Est-ce qu'on peut cuire à l'eau, par exemple? Oui, ça reste un peu fade. Donc, il est préférable d'utiliser des herbes, d'aromatiser, changer le mode de cuisson au lieu que ce soit dans l'eau. Donc, pourquoi pas à la vapeur? Pourquoi pas au four? Pourquoi pas griller? J'ai une viande. J'ai pas le droit d'utiliser de la matière grasse. Je fais comment pour la cuisiner? Vous qui êtes spécialiste en cuisine diététique. Donc, on peut la mettre dans un papier cuisson et la mettre au four. Simplement. Simplement. Elle va lâcher son jus et puis... Ah oui. Elle sera pas plus mauvaise qu'autre chose. Non, pas aussi mauvaise. Pas aussi mauvaise. Ouais. Et moins dangereuse. Et moins dangereuse, oui. Mais c'est une question d'habitude, petit à petit. C'est ça. Mais vous pensez qu'une cuillère d'huile, ça peut détruire tout le régime alimentaire, toute la... Non, ça ne nuit pas. C'est pas une seule cuillère d'huile qui va nuire, mais beaucoup plus c'est une question de quantité et d'habitude. C'est-à-dire, à chaque fois, on essaye de diminuer. 3 cuillères d'huile d'olive par jour, c'est dangereux ou pas? Pas tellement. 3 grandes cuillères. Après, tout dépend. Chaque personne, comment elle est. Je ne suis pas médecin, mais tout dépend. Ouais. Tout dépend des personnes, tout dépend de ce qu'elle a en parallèle comme maladie, qu'est-ce qu'elle a comme antécédent, donc tout dépend. Vous avez une page Facebook? Oui. Qui s'appelle Saveurs culinaires de Samia. Saveurs culinaires de Samia. Ah oui. Bah, c'est noté. Je sais pas pour vous. Moi, je vais noter. Et avec des recettes diététiques et tout? Avec des recettes diététiques, une revisite gastronomique et diététique des plats algériens. Donc, c'est ce que je fais actuellement beaucoup plus. Saveurs culinaires de Samia. Sur Facebook. Vous avez votre émission, elle passe combien de fois par semaine? 2 fois par semaine, c'est le week-end, c'est le matin et rediffusion à partir de 16h. Le matin, c'est à quelle heure? 9h. Ah, vous êtes concurrent à cette émission? Non, c'est vendredi, samedi. Ouais, bah vous êtes concurrent à cette émission. Oui. En quelque sorte. Moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, il faut que ça foisonne, il faut qu'il y ait 36 000 programmes, il faut qu'il y ait 36 000 présentateurs pour créer un beau monde audiovisuel en Algérie. C'est pas en ayant un animateur, une animatrice, un journaliste, une journaliste. Non, il faut qu'il y ait des milliers de chaînes et autres. Au contraire, moi je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous souhaite tellement de succès que vous ne pourrez plus répondre à aucun message. Et je vous souhaite surtout d'ouvrir votre atelier et de pouvoir partager votre savoir-faire parce que c'est très bien ce que vous faites. Et c'est une question qui est très importante aujourd'hui. Manger équilibré, manger sain, lutter contre l'obésité parce que l'obésité n'est pas que... Il n'y a pas que l'impact physique sur l'homme avec un grand H,
mais il y a aussi l'impact sur l'ensemble des maladies que ça peut engendrer, les reins, le cœur et bien d'autres choses. Merci madame. Donc une dernière preuve que Oui. la cuisine diététique et gastronomique existe, c'est-à-dire j'ai remporté 2 médailles d'argent. Ah oui, bah oui. Oui. Toujours sur moi. Oui, dans un festival international de gastronomie en Turquie. Donc ça prouve que la très cuisine honoré. diététique ou bien la gastronomie diététique existe. En plus avec des plats algériens qui sont maqrout al-wazir rishta. Vous avez connu ça? Ouais, mais en version diététique et gastronomique. Bah bravo, hein. Mhm. Franchement ça fait plaisir. Ouais. Regarde, je vais montrer un peu les... Bah, bravo, merci d'avoir Je été vous en parmi nous ce prie. matin, c'était un plaisir madame. Je vous en prie. Saveurs culinaires de Samia, cuisine diététique sur Facebook, n'hésitez pas à aller à sa rencontre, en espérant que vous ayez un site internet très prochainement. Oui. Ce sera une excellente plateforme qui vous permettra de vous faire connaître encore plus sur la toile et dans le digital. Alors quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec l'équipe du dimanche. Alors ils sont tous là aujourd'hui, ils ont choisi leur jour. Alors Siam Knouch, Myriam Oussaïd et Djilali Maachi. Hakim Keshroud, non, absent. Mais bon, c'est un rédacteur en chef, tu peux plus lui faire de remarques. Je rigole. Allez, du coup, on se retrouve juste après ce reportage. Il est signé Badera Amarni sur le lac de Magarine à Tougourt. Allons-y. Entouré de palmiers, le lac Megarine dans la circonscription administrative de Tougourt est l'endroit idyllique où se rendent les citoyens de cette région et même des autres wilayas. Un lieu touristique par excellence, mais le manque d'infrastructures d'accueil ne permet pas de booster le tourisme à cet endroit. Nous demandons l'achèvement du réseau d'éclairage public sur toute la surface du lac, en plus d'espaces de repos pour les familles. Nous demandons aux autorités de protéger cet endroit et de le prendre en charge en le dotant de tous les moyens nécessaires pour être à la hauteur des attentes des visiteurs. L'ouverture de pistes menant à ce lac est l'un des premiers projets à même de le hisser à la place qui lui est sied dans la carte touristique nationale. Ceci en plus d'autres projets tracés par les autorités concernées dans le but de présenter des prestations touristiques aux visiteurs. La réhabilitation de la route et l'éclairage public est à la charge du budget de la wilaya. Il est équivalent à 1,2 milliard. Nous avons achevé la première phase de ce projet. Il nous reste à achever l'éclairage et doter le lac de kiosques pour les services. Il reste aussi à finir l'ouverture des pistes menant au lac. Les habitants de la région en particulier et les touristes en général n'attendent plus que l'aménagement de cet espace pour se détendre et passer d'agréables moments en famille ou entre amis dans un décor naturel qui n'est plus à faire connaître. Le goudron qui a été installé, c'est pour que les bateaux puissent prendre des roues ensuite et sortir sur la route jusqu'au bord du lac. En tout cas, belle initiative à part la partie goudronnée qui était un peu étonnante. Peut-être que c'était pas du goudron, peut-être que c'était Ça a des... l'air d'être du bitume, non? Non, mais ça peut ressembler aussi aux trucs de date là, les... Ah oui, oui. Comment on Pourquoi les appelle? peut-être les noyaux, les noyaux de date. Ils les enflèchent. Hier, j'ai reçu une artisane qui fait des colliers avec des noyaux de date. J'ai déjà vu, je crois, J'ai tout de suite pensé à vous. son expo. Ouais. Pourquoi? Vous êtes un peu frou-frou, un peu... vous aimez bien les couleurs? J'adore les couleurs. Ça vous ira bien. Ah, en plus, c'est joliment fait. Moi, j'en ai un avec oui. des Vous l'avez vu? haricots. Oui, je l'ai déjà vu. Des haricots et des grains de citrouille. Oui. Ah non, mais à Je le côté, ramènerai la prochaine fois. à côté elle a des bobolins, de grosses j'imagine. perles sympas et tout. Hein. C'est pas n'importe quoi. Non, mais je comprends, c'est artistique, quoi. Bonjour. 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 Ça va? Bien. Toi, je vais devenir copain avec toi. Pourquoi? Le temps d'un mois. Parce que comme je suis un bon gars, comme tout le monde, de ma génération, donc je suis un slahji. Vous savez ce que c'est qu'un slahji? Non. C'est quelqu'un qui a gardé ses slahat. Donc je vais vous utiliser pour avoir ce que je veux. D'accord. Voilà. Et après, vous redeviendrez mon meilleur ennemi. Ouais. Voilà. Djilani Maachi, bonjour. Moi, j'ai toujours été ton ami. Ouais, je sais. Ouais. Djilani, je crois que j'ai été choqué le jour où on m'a dit que tu faisais presque partie de la famille. J'ai compris où ça déraillait chez moi. Bonjour Djilani. Bienvenue à vous. Bon retour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, très bien. Myriam Oussaïd, un petit gâteau pour la route? Bah oui. Allez, je vous offre un petit quelque chose. Siam Knouch, comment ça va? Ouais, bah oui, parce que j'allais vous dire, on va commencer avec votre histoire. D'accord, très bien. Vas-y, Djilani, va vers le terroir. C'est ça, je savais que tu allais prendre... Comme ça. Ouais, ça c'est ça.
Non, ça va, Après. je prendrai après. Alors du coup, on va parler d'une belle histoire aujourd'hui. Ok, oui, enfin, si on veut. C'est en fait... Vice-versa. Ouais. C'est en fait, ça vient du fin fond de la mythologie, dans le mont Olympe. Quand il y a eu la guerre des Titans, il y a eu Atlas qui devait donc supporter le globe terrestre sur ses épaules. Et ce Atlas-là avait un frère. Et ce frère portait le nom de Prométhée. Et Prométhée était le fils de Zeus. Donc Zeus qui était pratiquement le papa de tout le monde. Eh bien, voilà que Prométhée a pris les êtres humains en sympathie. Il les trouvait gentils, intelligents, plutôt faibles. Ils n'avaient pas de défense pour se défendre. Ils n'avaient pas de griffes. Ils étaient tout petits. Ils étaient chétifs par rapport aux autres créatures. Et là, il décide de leur offrir quelque chose de divin afin qu'ils se protègent de leurs ennemis. Alors, il choisit donc un jour que son père allait traverser le ciel avec son char, donc traîné par le feu. Alors Prométhée se cache et puis allume une braise de feu et la donne aux hommes, aux êtres humains. Zeus ne lui a jamais pardonné. Pourquoi? Parce que le feu était véritablement quelque chose de divin. Donc il l'a puni une première fois. Seulement Prométhée a vu que une fois que l'être humain, on lui a encore une fois arraché le feu, donc il ne pouvait ni cuire ses aliments, il est devenu dépressif, il n'avait pas de lumière pour se réchauffer, pour raconter des histoires, par exemple, voilà, n'est-ce pas? Et puis, il va encore faire une astuce, quelque chose de très spécial. Il va appeler une certaine Athéna. Vous voyez? Et Athéna, dans la mythologie grecque, est la déesse de la sagesse. Et il va lui demander de lui donner tout son savoir, toute sa sagesse dans une braise, la cacher dans une braise qui est véritablement allumée. Vous voyez? C'est véritablement du feu caché. Seulement, pour que Zeus ne se rende pas compte que le feu va repartir encore une fois vers l'être humain, Prométhée va cacher cette braise avec tout le savoir qu'elle contient dans une grosse fenouil, Mariam. Voilà. Et c'est comme ça que les fenouils sont devenus des légumes divins aussi. Ils peuvent se la garder leur divinité, j'aime pas les fenouils, de toute façon, le buzz, c'est pas mon truc. C'est un... tu sais pas ce que tu rates. Ah ouais, hein. Il y a de la chaleur, de la sagesse et de l'amour dedans. Oui. Ça vient de la mythologie grecque. Tout ça dans le buzz. Hein. Tout ça dans le monde compte. Maintenant, dans le buzz, scientifiquement, je suis sûre qu'on va retrouver la même chose. Oui. N'est-ce pas? Tout à fait. Je préfère les faillots. Ah non, ça n'a pas le même effet par contre. Après les faillots, un peu de fenouil. Et Dieu seul sait que nous sommes entourés de faillots. Mais j'aime bien les manger par contre. Bon. On parle pas de faillots. On parle de fenouil. Donc ce légume qui est assez boudé, apparemment même par Mahrez, qui n'est apparemment pas fan de fenouil, c'est un légume qui est quand même... effectivement, ça rejoint ton compte, puisqu'il est originaire du bassin méditerranéen. T'as vu? Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, il a trouvé... La fille, elle débarque ce matin à la télé. Ah, tu fais le fenouil aujourd'hui? Non. Je vais te faire une histoire sur le fenouil. Mais non, je peux attribuer mon compte qui m'a C'est bien, ça veut dire que vous avez beaucoup de culture. Et ça, c'est important. Ça, c'est ça, on dénigre pas. Non. Ce que je dénigre, c'est le fenouil lui-même. Alors, tu te dis, la télévision publique est financée pour que l'on parle d'un conte de fenouil. Et du légume, c'est important. Allez-y. Alors, dans certains pays, il est bisannuel, mais chez nous, étant donné que nos étés sont très chauds, donc il ne pousse que pendant l'hiver. Donc, c'est un fruit, c'est un légume d'hiver. À ne pas confondre. Donc, c'est vrai que c'est un bulbe, mais à ne pas confondre ni avec l'oignon, ni avec l'ail. C'est absolument pas du tout de la même famille. En fait, c'est une plante. C'est vraiment une plante et en fait c'est les feuilles qui s'imbriquent sous terre et donc elles renflent un petit peu, elles grossissent et nous donnent donc ce légume délicieux. Pour les gens qui l'aiment bien entendu. Par contre c'est l'allié minceur
par excellence parce que très très peu calorique. Il est riche en vitamine C, en vitamine B5, en vitamine E, alors des oligo-éléments à revendre, c'est vraiment le cocktail qu'il faut prendre plutôt le matin, donc à jeun. Donc vous n'aurez pas ni de problème ni d'acidité, au contraire. Donc si on a des petits problèmes de digestion, de toute façon nos grand-mères le savaient très très bien, puisque Zariat al-Bsbas, donc l'Bsbas en arabe, a toujours été une tisane donnée pour les bébés, déjà pour leur enlever les coliques, et même pour les adultes. Donc après des faillots, une petite tisane de graines de fenouil, ça ne peut te faire que du bien, Mahrez. Voilà, alors pour l'histoire du fenouil, si vous voulez le planter, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on va dire qu'il est, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop la concurrence. Donc il faut ne pas le planter, on peut pas le planter avec n'importe quelle autre plante. Par contre, il faut absolument pas le mettre devant le persil, devant la coriandre, devant les tomates aussi, parce que en fait, c'est quand même un légume qui a besoin de beaucoup de vitamines. Il va prendre donc tout ce qu'il a besoin, et les plantes qui sont aux alentours risquent d'avoir des carences. Donc plutôt le marier, il faut avant de le planter, savoir quelle plante on peut mettre à côté de lui. Les semis, c'est pas le moment, il faut attendre août-septembre. Donc mettre les petites graines, elles sont minuscules, elles sont toutes petites, donc les mettre en terre. Et bon, pas dans le balcon, bien entendu, parce qu'il a besoin de profondeur, de beaucoup de terre, et une terre très riche. N'est-ce pas? Voilà. Donc le fenouil à toutes les sauces, de préférence. On a des très bons plats algérois où on cuisine le fenouil, oui. Non, mais oui, on en parle, hein, Oui. mais depuis ma tendre enfance, lui et les épinards n'ont jamais pu passer. Ouais. J'adore la courgette, j'adore les oignons, j'adore tout ce que vous voulez, mais... Vous l'avez essayé cru? Oui, alors là, ça passait pas. Ah oui. Bah, alors moi, mes enfants, par contre, ils aiment beaucoup. Non, J'ai des copains marseillais qui adorent ça, par contre. Cru, oui, macéré, oui, je sais. Mais nous, on l'aime bouilli. Alors avec une petite vinaigrette, un petit peu d'ail, un petit peu de persil, de l'huile d'olive, et c'est vraiment un délice. Donc faire le plein, profitez, c'est le moment. Donc surtout si vous avez envie de faire un petit régime, allez-y. Dis-le, je m'y attends, vas-y, t'inquiète. Je veux dire, on est encore en direct pour 10 minutes. Donc pour tous les collègues, parce qu'on est très nombreux au 21 boulevard des Martyrs, pour tous les collègues, si vous regardez la télé là actuellement, et je suis sûr qu'il y en a plein, pour différentes raisons, il y en a plein, certains pour contrôler, d'autres pour s'amuser. Alors du coup, pour tous les collègues, si tu as un peu d'huile d'olive, un fond d'huile d'olive dans ton bureau, si tu pouvais passer au studio, il est ouvert. Sincèrement, j'offre le pain, tu me donnes juste l'huile d'olive parce que j'ai envie d'essayer l'huile d'olive et le... Attends, tu me donnes... Attendez, habibti. Non mais ça y est, c'est fini. La promo, non mais tu vas pas, tu la clé. Vous pensez un truc, Magadette, cru comme ça. Ah oui, c'est très bon en tout cas. Voilà. Donc essayez de le donner aux enfants, c'est bon. Donnez le cœur parce que quand même il est plus tendre. Et de préférence, oui, de faire bouillir, mettez-le à la vapeur, c'est encore mieux, vous aurez encore plus de ces vitamines. Parce que réellement, c'est un cocktail où vous retrouverez plein d'oligo-éléments, beaucoup de vitamines, de la vitamine C aussi. Donc vraiment, il est bien pourvu en vitamine C. Donc en profitez, la saison est assez courte. Donc du coup, du moment qu'il a eu la braise donc, de Prométhée et d'Athéna, c'est un légume aussi qui réchauffe. Voilà. C'est super ça. Génial. Ça coûte combien actuellement? Entre 80 et 90 dinars le kilo, du beau fenouil. Voilà. Vous avez fait le marché les derniers temps? Blida, oui. Blida? Vous savez combien j'ai acheté le kilo de viande hachée? J'étais choqué. Non, je sais 1600. C'est pas. Ah oui, il y a une flambée des prix de viande rouge, oui. J'ai jamais acheté de trucs dans ma vie, hein. J'ai toujours envoyé des gens et là, j'ai eu un choc. Les haricots, combien? Ah, 300 dinars. 350. Ouais. Ah, c'est un légume hors saison aussi, hein. C'est hors saison. Mais je m'en fiche. Ah si, c'est du très J'étais payé 30 000 balles à la radio. Comment que je fasse mes courses à l'époque? Attends, là aujourd'hui et demain, les prix des légumes vont flamber parce que, oui, il pleut, donc les agriculteurs ne pourront pas rentrer dans les champs parce qu'il y a de la gadoue. Vive le GTA. Non, sincèrement, vive le GTA pendant le ramadan quand ils ouvrent leur marché solidaire. Oh, quelle belle opération. Moi, je fais des courses chez vous. Réglé. Ouvrez-les toute l'année, ça serait bien. Non, c'est vrai que la question a été posée, mais bon, c'est un peu compliqué, c'est pas leur job. Non, c'est là, c'est une action solidaire. Monsieur. C'est bon ça, mais alors. Vous avez vu? Oui. Il y a de la menthe. Non, ça va aller. C'est très bon. C'est délicieux, mais alors. Il n'a pas goûté. Bah oui, attendez, je vais passer à vous. Oui. Alors, service financier. Ah mince.
Ah non, Service c'est pas ça. financier de la radio. Eh, t'as pas accès à la télé, mon frère. Il m'a dit j'ai de l'huile d'olive dans mon bureau. Je travaille au service finance de la radio. Eh, mais c'est pas la même institution. J'aurais voulu ton collègue du service financier de la télé. Celui qui aurait pu me ramener un peu d'huile d'olive sur le plateau. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En même temps, on est resté 3 mois dans une boucherie. Là, ça fait 1 mois qu'on est ici dans cette boutique de thé. Donc là, on va passer à vous et après, on s'occupe de l'huile d'olive. Voilà, alors, monsieur, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Du voilage. C'est encore tout nouveau. Le C'est-à-dire en anglais, ça veut voilage dire... Oui, papillote. D'accord. Voilà, c'est une nouvelle tendance encore. Oui. J'ai du buzz. Hein, je peux avoir du buzz pendant 3 mois. Il n'y a que de la nouveauté. Ah oui, hein. Alors là, c'est une nouvelle tendance, c'est-à-dire c'est qui révolutionne un peu l'univers de la coloration. C'est-à-dire quand tu as une couleur qui est ratée, par exemple, ou qui est fade, aujourd'hui, tu arrives à imprimer avec tes mains des mèches naturelles et qui vont sublimer ta couleur. Donc on va voir ça en vidéo. On voit mon kiki. Allez, en retard. C'est signé Djilali Mahachi. C'est-à-dire c'est une nouvelle technique qui rehausse la couleur. Vous commentez en même temps. Il n'y a pas de musique. Hein. C'est-à-dire on applique ça à main levée, à l'aide d'un pinceau. Tu vois, on voit des mèches en transparence sur un marron par exemple, là, tu vois. Qu'avec les doigts, tu mets un oxydant à 20 volumes, hein, pas trop clair, et tu arrives à éclaircir. Là, c'est sur une base de cendré, tu arrives à obtenir beaucoup plus clair que sur du brun. Et donc ça se fait avec les doigts, avec les mains, c'est pas... Avec les doigts ou à l'aide d'un les pinceau. mèches. Non, pas de bonnet. Non, tu trempes tes doigts par exemple et tu prends mèche par mèche. Génial, donc je peux faire ça à la maison. Ouais. C'est-à-dire pour attraper une couleur qui a été plus ou moins fade et qui est ratée souvent. Ouais. Bon. T'as vu comme c'est bon? C'est très bon. Elle aurait dû mettre des oignons à la place de sa menthe sauvage. Non, c'est du fliou. Alors, je sais pas si vous savez. Je ne sais pas si vous savez, mais dans votre collègue de comptoir, c'est vrai en plus, votre collègue de comptoir disait il y a 2 secondes que son produit allait faire l'actualité pendant 3 mois. Oui. 5 minutes sont passées, on passe déjà au pain. Ah ouais, non, je préfère le pain, moi, tu vois. Pas... Non, mais sérieux, non, mais c'est-à-dire que, ouais, non, je disais en même temps que j'ai bien envie de faire un voilage, un truc de mèche. J'ai vu justement tout à l'heure les cheveux de Siam. Je trouve qu'elle a un très très bon cheveu. Je pense qu'elle peut obtenir des mèches. Parce qu'elle porte sur la tête, c'est pas un cache-misère non plus. Hein. C'est des convictions personnelles. Après, elle peut avoir de très beaux cheveux. Oui, elle a de très beaux cheveux. C'est pas parce qu'on les cache qu'elle peut les réaliser. Elle peut les réaliser pour des raisons personnelles, pour elle-même. C'est ça. Elle peut les réaliser pour elle-même. Merci. Ouais. Votre fils, ça va? Oh oui. Il prépare quel examen, lui? Le bac. Vous savez qu'ils ont voté. Ce sera après Ramadan. Ça va être le 18, c'est ça? 18, 19. Oui. Ouais. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Genre, ils sortent de l'aide complètement explosés après. Le bac. C'est ça, hein? Ah oui, il faudrait bien le passer. Comme quoi, je vais passer tout le 3e trimestre à la maison, Mahers. Je vais vous manquer les dimanches. Elle passe le bac, c'est elle qui va passer le bac. Tu croyez vraiment si ça peut vous rassurer, même moi, je serai en train de passer le bac à ma manière. Ça vous va? Après, comprends ce que tu veux. Ok. Très chers amis, dans votre produit, non, d'abord vous, je finis avec vous. Votre produit, il est disponible où? Il est partout. Partout? Ouais, ça s'appelle comment? Je ne peux pas donner des marques de produits, c'est interdit. Vous savez, quand mon père disait souvent, quand la chance montre le bout de son nez, il faut la saisir directement. T'attends pas à ce que la chance te dise non, mais je veux dire, c'est quoi le produit? Allez, un produit je vais chez un spécialiste en la matière, je lui dis, monsieur, donnez-moi, j'ai envie de faire des teintes à ma barbe. Et alors, je lui dis quoi? Tu lui dis, je voudrais une teinte sans ammoniac. Il y a un nom de produit. Le produit, il s'appelle comment? Pas la marque, le produit à la base. Le produit, c'est un produit colorant, sans parler de la marque. C'est un produit qui... C'est une manière de faire, alors, c'est ça? Oui, c'est surtout... faire un très bon mélange, tu peux le faire toi-même à la maison. Aujourd'hui, tu as des indications sur des couleurs que tu peux utiliser toi-même chez toi sans aller chez un coiffeur. J'ai envie de ressembler à Florent Pagny, avoir une barbe blanche là. Pourquoi pas? Ça existe. Ouais. Et tu peux l'enlever le lendemain. En bleu, ça t'ira pas.
Devenir barbe bleue comme ça à la télévision. Ouais. Et j'ai envie d'être habillé par Zino, tu vas faire comme Souhaila Blouchet. Zino, si tu me regardes, je t'embrasse très fort, mon ami. J'aime bien, moi, lui. J'ai connu quand c'était un gars normal. Quand c'était quelqu'un de pas connu, quoi. Bon, maintenant, c'est une star. Zino, si tu peux m'habiller, t'as vu le clochard que je suis devenu avec mes Stan Smites. Allez, camarades, merci, madame. C'est ces chaussettes rayées, il faut que je vende la mèche. Ouais, non. C'est vrai que quand tu vois comme ça, c'est un autre style. Madame, monsieur. Alors. Le prochain? Oui. Non. Ah, pas assez d'argent. Hein.